Bonjour, tant qu'il y aura des gones, c'est parti pour 40 minutes d'émission sur le foot. Et le foot à Lyon, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est sur TLM, chaîne 30, et sur le site olympiqueetlyonnais.com. Et nous avons la chance aujourd'hui, à nouveau, on a vraiment la chance d'avoir Razik Brick. Bravo Razik. Bonsoir Michel, bonsoir à tous, je vais très bien. Vous avez remarqué, on est trois à applaudir, ça fait plaisir. C'est pas grave, c'est pas grave. Du monde. Tant qu'on applaudit l'invité, c'est l'essentiel. On va applaudir l'invité, ok, ça marche. Donc on a aussi la chance d'avoir Monsieur Puy-de-Bois. Salut Michel, salut à tous. Monsieur Puy-de-Bois, mes respects. Enchanté. Vraiment, je suis ravi de vous voir, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps. Et on a la chance, parce que moi je trouve que c'est une chance énorme d'avoir avec nous, on va dire une sorte de carte ADN de l'Olympique Lyonnais, hein, puisque c'est l'Olympique Lyonnais, puis à côté il y a Bruno Genesio. Bruno Genesio, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors Bruno, dans l'émission il y a un personnage qui vient souvent pour faire le portrait de l'invité, c'est Lulu, donc on va voir ce que pense Lulu de Bruno Genesio. Bruno Genesio, c'est qui? C'est quoi, bonté? C'est un gonze qui est né le 1er septembre 1966 à Lyon. Il a pris sa première licence à l'OL en 1971. Rendez compte? 1971? C'est à part 2 ou 3 infidélités, bon, à Martigues, à Besançon, à Nice, voire l'Arbrel et Villefranche-sur-Saône, il a toujours été un fidèle du club. Eh oui! Bon, les fois où il est parti, c'était pour y faire son métier. Il gagnait sa croûte, bonté, bon Dieu, mais son corps, hein, et c'est l'Olympique Lyonnais. Mais oui, et son sang, il est rouge et bleu, et puis c'est tout, voilà. Et là, quand je dis et puis c'est tout, c'est et puis c'est tout. Ah là, va chercher Genesio sur l'internet, il n'y a rien. Ouh là là, une discrétion informatique, le Bruno. Bouh. Autant sur le terrain, le voyez partout, autant là. Sur un terrain, il courait tout le temps, partout, bon Dieu. Il y en a même qui disaient qu'il courait dans les douches. Oui. Pendant la mi-temps, bien sûr, oui. Bref, c'est un joueur qui mouillait le maillot, quoi. Alors, quand tu cherches Genesio, c'est sur l'ordinateur, tu trouves sans Genesio. Voilà, sans Genesio, déjà, c'est bien, c'est pas mal, mais alors ça fait beaucoup. Bon, ça, c'est pour la blague comique, hein, bien sûr. Non, ça, c'est sans Genesio, c'est dû à ses origines italiennes, voilà. Hein. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, hein, qu'il soit en survêtement, en tenue de sport ou alors en costume, hein, attention, hein, il a toujours eu la classe. C'est un gonze, c'est la classe. C'est un membre éminent du CSEL, attention, confrérie sportive des épicuriens lyonnais. Oui, et là, on aura à cerner tout à fait le personnage, bien sûr. Hein. Donc, un sportif de haut niveau, hein, 2 fois champion de France de D2 avec l'OL une fois, hein, et avec l'OGC Nice, hein, bien sûr, hein, parce que sur la fin, il est allé se réchauffer un peu les os, bien sûr. Et donc, un numéro 6 de folie, hein, et un joueur de devoir, mais qui sait profiter de la vie, voilà. Un Lyonnais jusqu'au bout des crampons, Bruno Genesio, bienvenue dans Tant qu'il y aura des gones, bonté. C'est que c'était pas gagné, hein, c'était... Voilà, c'était Lulu. Donc Bruno, l'Olympique Lyonnais depuis 1971. Oui, j'avais 5 ans et demi quand j'ai signé ma première licence. J'ai débuté à l'école de foot, sur ce qui est maintenant un parking. Voilà, et puis j'ai grandi tous les échelons un par un jusqu'à mon premier contrat pro que j'ai signé, je crois, à l'âge de 19 ans, donc en 85. En fait, c'était le club de quartier, en fait. Oui, j'habitais pas très loin, j'habitais dans le 8e arrondissement, et puis je suis venu à l'OL parce que je venais beaucoup aux matchs avec mon père dès l'âge de 4 ans, 5 ans, j'allais voir les matchs à l'OL sous la pendule à l'époque, dans le virage, ce qu'est le virage nord maintenant. Et donc j'ai vu jouer Bernard, Lacombe, Floridinalo, Serge Chiesa qui m'ont marqué, et j'adorais le foot, et puis ça s'est fait naturellement. Ouais. Et le 8e arrondissement, c'était où ? C'était exactement avenue de Pressensé, donc voilà. J'ai grandi là-bas et je prenais souvent le bus pour aller à l'entraînement le mercredi, parce qu'à l'époque on s'entraînait qu'1 fois ou 2 fois dans la semaine. Voilà, et bon, j'ai fait toutes mes classes à l'Olympique Lyonnais. J'ai été bercé par ce club-là, parce que c'est avant tout une passion pour moi aujourd'hui. Et puis après, je suis parti, comme tu l'as dit, enfin comme Lulu l'a dit, quelques années pour faire mon métier là où je devais aller. Et c'était sympa, Besançon ? Besançon, c'est une très très belle ville. Ouais.
Besançon, j'y suis allé pour être entraîneur adjoint avec Stéphane Paille. On a connu la montée en Ligue 2. Ça a été très formateur pour moi parce que c'était un club semi-amateur, semi-professionnel, donc on faisait beaucoup de choses. Et c'est une ville très très agréable à vivre, même s'il y fait très froid, Oui, il faut notamment aimer le froid, l'hiver. c'est ça. Il fait très froid, mais les gens sont très sympas. J'ai gardé quelques attaches là-bas encore. Et Nice, cool. Nice, c'est différent. On a fait une très bonne saison aussi avec Nice, puisque on a été champion de France, mais voilà, c'est une autre qualité de vie pour le climat. Mais si j'avais à choisir entre Nice et Besançon pour habiter, j'habiterais Besançon. J'ai de meilleurs souvenirs en termes de relations avec les gens à Besançon qu'à Nice. Ok. Alors, il y a une question d'un internaute, si j'arrive à la trouver, ce sera parfait. C'est 19 Delgado. Il s'appelle comme ça, 19 Delgado, donc c'est ta question. Non, c'est un autre, c'est Dame 69 Gone, voilà. Quel est son meilleur souvenir à l'Olympique Lyonnais? J'en ai plusieurs. Celui qui est le meilleur souvenir pour moi en tant que joueur, c'est la remontée en D1. Ouais. Voilà. Parce que ça, c'était vraiment déjà énormément attendu par toute une ville, parce que ça faisait 6 ans qu'on végétait en D2 à l'époque. Et vraiment, ça a été une saison extraordinaire au niveau des résultats et au niveau des relations qu'on a pu avoir entre nous à l'intérieur du groupe. Et depuis que je suis revenu dans le staff, donc c'était avec la première année avec Jarouillet, j'ai eu aussi pas mal de bons souvenirs, mais je dirais que la Coupe de France avec Rémi Garde a une saveur particulière parce que c'est mon ami, et on a travaillé ensemble et on a réussi à gagner une Coupe de France qui est quelque chose de fabuleux. Donc ça sera aussi un très très bon souvenir avec le doublé, mais je mettrai quand même la Coupe de France 2012, je crois, en tête de mes meilleurs souvenirs en tant que membre du staff. Ok. Bon, on a fait le tour de Bruno Genesio un petit peu, peut-être Razik, Une d'autres petite questions question quand même. Oui, Forcément, bah oui. lorsqu'on est numéro 2, on souhaite devenir forcément numéro 1 ou pas spécialement? Forcément non. Non, c'est pas une ambition dévoilée. Voilà, j'ai passé mes diplômes pour un jour peut-être ambitionner effectivement d'être entraîneur numéro 1. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me nubile toutes les nuits. En se Voilà, rasant le matin? non. Je suis bien dans mon rôle, je m'éclate dans ce que je fais. J'ai la chance d'être dans le club de ma naissance, j'ai envie de dire, pratiquement. Donc je mesure la chance que j'ai déjà d'être dans ce rôle-là à l'Olympique Lyonnais. Maintenant, après, la vie elle est faite des fois d'opportunités qui peuvent être là à un moment donné. Donc c'est aussi pour ça que j'ai passé mon diplôme et parce que j'avais envie aussi de m'enrichir. Mais c'est pas une ambition folle qui m'habite tous les jours, quoi. Vous êtes un staff élargi cette saison, même la saison dernière d'ailleurs. Tu es bien le numéro 2, l'entraîneur adjoint d'Hubert Fournier. Comment ça se passe finalement au niveau du staff, au niveau de la répartition des rôles? Alors on a une réunion journalière tous les matins pour confectionner les entraînements avec Hubert et tous les autres membres du staff, donc Michel Audrin, Gérald Baticle et Joël Batz. Donc on décide de la séance d'entraînement. Après, moi je suis plus chargé de l'animation de la séance sur le terrain. Michel et Gérald ont d'autres prérogatives, notamment sur des échauffements ou des parties spécifiques attaquants, puisqu'eux ont été attaquants. Donc ils ont la chance de mieux comprendre les attaquants que moi, puisque moi je faisais que leur corps d'arrière, comme Lulu l'a dit. Voilà, donc la répartition est faite comme ça. Et moi, c'est quelque chose que je faisais déjà avec Rémi. Donc Oui, pour toi, finalement, il n'y a pas eu de changement. Pas eu de changement sur mon rôle avec l'arrivée d'Hubert. Et ça se passe bien? Très bien. Voilà, par rapport à ce qu'on a pu se dire, on avait des doutes, on s'est dit qu'il y avait peut-être un petit flou, etc. Finalement, non, c'était une mauvaise... Enfin, en tous les cas, de mon côté, moi, j'ai pas de doute. Voilà, je fais mon travail depuis maintenant 5 ans. C'est la 5e année que j'exerce vraiment en tant qu'adjoint. Puisqu'avant, dans le staff de Claude, j'avais une autre fonction et dans celui de Gérard, encore une autre. Mais là, je n'ai pas du tout à me plaindre de mon rôle et de ma situation. Donc, vous avez tous les diplômes pour être numéro 1. Vous n'allez pas faire un parcours à la Galtier quand même. C'est-à-dire numéro 2 à Lyon, et puis finir numéro 1 à Saint-Etienne. C'est pas possible, ça. À Saint-Etienne, je crois pas. Non, franchement. Ouais, ça, c'est un mais truc. bon, Christophe fait du bon boulot à Saint-Etienne. Ouais, d'accord, mais ça n'empêche pas, mais c'est bizarre. Hein. Ça sera pas possible. Beau. Mais je pense qu'eux, ils ne penseront pas à moi non plus. À mon avis, les deux présidents, je ne suis pas dans la shortlist. Bon, ok, on va parler du bilan maintenant. Hein. Non, c'est tactique.
Ah, bilan, c'est ça, bilan, ouais. J'ai marqué bilan, là-bas c'est marqué bilan. C'est parfait, c'est donc bilan. Bah, c'est Parlons du bilan. Ouais, bah, Le bilan. Si on en parlait du bilan de l'Olympique Lyonnais à la trêve, là, c'est satisfaisant Bah, moi, je dirais qu'au niveau du championnat, il est bon, puisqu'on a aujourd'hui un point de plus que l'année dernière à la même époque, si je ne me trompe pas. Exact. Donc, quand on sait ce qu'on a eu en fin de saison l'année dernière, on peut être optimiste. Et je trouve que le bilan pourrait être bien mieux, parce qu'on a raté beaucoup de matchs à domicile, en termes de points, surtout. Dans le contenu, il y a eu des matchs plus accomplis que d'autres, mais on aurait mérité, je pense, d'avoir 2 voire 3 points de plus, notamment à domicile. Après, le point noir, c'est un petit peu la Champions League, parce que je pense que sur les 2 matchs, on fait 1 point. On avait largement les moyens de faire 4 minimum, voire 6. Et ça, c'est pour l'instant le gros point noir. Mais il reste encore 4 matchs de Champions League. Il n'y a rien n'est fait dans ce groupe, à mon avis, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense que ce soit nous, lors des 2 confrontations avec le Zénith, ou la Gantoise, lors de ces 2 confrontations avec Valence, il y a encore des possibilités de jouer la qualification, et on va la jouer à fond de toute façon. Donc voilà, pour l'instant, c'est un bilan que je dirais mitigé par rapport à ces matchs de Champions League, mais qui reste quand même encourageant sur le début du championnat. Ouais, on a vu quand même des clubs se qualifier à une époque, il y a 3-4 ans, avec 9 points, hein, donc c'est toujours possible. Ouais. Hein. Ah oui, 9 points, ça peut passer. Ça peut passer, donc... bon, Non, Bruno a raison concernant la Ligue 1, même si on va mettre un petit bémol, c'est au niveau du jeu. On a été plutôt déçus au niveau du jeu. Comment tu l'expliques ? Je pense qu'il y a un facteur, même si j'aime pas parler que des individualités, mais il y a un facteur quand même qui nous a énormément coûté, c'est la blessure de Nabil Fekir. Même si le championnat avait déjà débuté, qu'il y avait eu des journées de jouer, mais c'était un joueur très important pour l'équipe. D'une part parce qu'il était décisif, d'autre part parce que je pense que quand lui était sur le terrain, il accaparait aussi l'attention des défenseurs, et aujourd'hui, c'est moins le cas. Donc, ça nous a énormément coûté. Je pense qu'il y a eu aussi un changement dans le statut de certains joueurs, dans la notoriété, qui a fait que les jeunes joueurs doivent confirmer. Et ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Donc il a fallu que plein de choses se mettent en place. Mais je trouve que sur les derniers matchs, on a retrouvé quand même une certaine qualité de jeu, à part à Bordeaux, dans un contexte un peu particulier. Et que je vois pas mal de similitudes avec la saison dernière, où on a eu un début de championnat très difficile, que ce soit en termes de points, mais aussi en qualité de jeu, puisqu'on n'était pas très bon jusqu'à fin août. Ensuite, le déclic avait été les 2 matchs, Monaco et Paris, où ça nous avait permis d'une part de prendre des points, et d'autre part de partir sur une série de matchs de qualité. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, moi, ce que je me posais comme question, parce qu'il n'y a pas eu énormément de changements, bon, on a rajouté à quelques endroits, mais il n'y a pas le liant, il n'y a pas l'enthousiasme, il n'y a pas le dynamisme qu'il y avait l'année dernière. Au niveau de l'état d'esprit également, j'ai l'impression que, alors c'est certainement les nouvelles responsabilités, changement de contrat et notoriété des uns et des autres, mais on a l'impression qu'ils sont plus calculateurs que joueurs. Voilà, il y a moins d'insouciance qu'il y avait l'année dernière. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez fait, vous, le staff, avec le groupe, pour justement essayer de recoller peut-être les morceaux, ou en tout cas reprendre la cohérence et la cohésion qu'il pouvait y avoir l'année dernière? Je crois que ce qui est important, c'est, je le disais tout à l'heure, quand on a tout approuvé et que personne ne nous attend, c'est toujours plus simple. C'est-à-dire que tu l'as connu aussi, Nico, quand tu arrives dans un groupe que tu es jeune, tu es là, tu te dis, bon, de toute façon, je ne vais pas jouer cette année, et puis finalement, tu montes le bout de ton nez, tu joues 1 match, 2 matchs, 3 matchs, 5 matchs, 10 matchs, 15 matchs, puis ça passe. L'année d'après, tu es devenu titulaire. On attend beaucoup plus de toi, que ce soit au niveau du club, mais aussi au niveau du public, des médias. Tu as été plus mis dans la lumière. Et là, il faut confirmer, il faut assumer d'autres responsabilités. Et il y a toujours, je pense, un laps de temps pour s'adapter et pour assumer tout ça. Parce qu'il faut se rappeler que ce ne reste que des très très jeunes joueurs, que ce soit d'âge, mais aussi en expérience. Donc il leur faut assumer ce nouveau statut, que ce soit pour eux, pour le public, pour le club. Justement, comment le staff, par rapport à la communication du président sur le cas Alexandre Lacazette, est-ce que ça vous a fait mal en interne par rapport à la cohésion du groupe, justement? Par rapport à quelle période? Quand le président on a senti Alexandre Lacazette
qu'on connaît émotif, en fait, subir le poids de sa renégociation, des déclarations du président, de traîner son vague à l'âme en fait sur le terrain. Et donc là, on voit qu'il revient mieux. C'est un travail de groupe que vous avez effectué. Il faut parler. Je pense que Alex, c'est un Lyonnais comme moi. Il a dû beaucoup souffrir, je pense, à chaque fois qu'il est allé chercher son pain, chercher son journal. Traîner sur Twitter. Voilà, peut-être sur Twitter, ou même avec les gens de sa famille. Je pense que ça a été une période difficile pour lui, pour son entourage. Alors ça peut paraître un peu débile ce que je dis, parce que la plupart des gens disent « ouais, mais quand on gagne ça comme argent, on ne comprend pas ». Mais on reste des êtres humains. Et on est touché aussi par les critiques des uns et des autres, par le regard, par tout ce qu'on peut entendre. Et je pense que lui, il a été un peu plus que les autres, parce que ça a été lui qui était notre chef de file, puisque ça a été le meilleur joueur, meilleur buteur. Et là, il s'est remis au boulot. Enfin, il s'est remis, c'est pas qu'il avait arrêté de travailler, mais je pense qu'il a... Il a digéré son interview. Il va à l'essentiel. Je pense qu'il est... maintenant, il a un peu balayé toutes ces idées un peu négatives qu'il y avait autour de lui. Et puis, il se consacre uniquement au jeu et au terrain. Et c'est la seule chose qu'il y a à faire quand on est joueur, c'est ça. Et toi, en tant que numéro 2, tu peux te permettre d'avoir des discussions privilégiées avec lui, de dire « Alex, déconne pas, justement, on sait ce que tu vaux, fais attention à ci, fais attention à ça ». Oui, bien sûr. Ouais. J'ai surtout l'avantage d'en avoir formé pas mal. Enfin, d'en avoir formé, j'ai participé à leur formation, on va dire, et de les connaître depuis longtemps. Donc, ça me donne la possibilité de rentrer un peu plus facilement en relation avec eux. Et c'est vrai que j'ai une relation privilégiée, moi, avec Alex, mais aussi avec d'autres, qui me permet peut-être de faire passer des messages plus facilement et qui ne sont pas forcément faciles à entendre pour lui, parfois, mais qui peut entendre quand je lui dis. Mais justement, alors on parlait tout à l'heure, tu disais que c'est des jeunes joueurs, un jeune groupe, c'est vrai, il y a un manque d'expérience certainement, mais on en parlait avec Greg la dernière fois quand il est venu sur l'émission. En termes de préparation physique, ils sont à un âge où normalement on tape dans la machine, on les fait travailler dur. Et là, comment vous arrivez à gérer ça? Parce qu'il y a la gestion des matchs tous les 3 jours, il y a la préparation physique où les jeunes doivent normalement travailler fort. Comment vous arrivez à trouver un équilibre par rapport à ça? Mais il y a plusieurs périodes. La première, ça a été la préparation d'avant-saison, qui là aussi, avec la participation aux matchs internationaux, a fait qu'on a débuté un stage avec très peu de joueurs, on va dire cadres de notre équipe, avec des matchs amicaux qui ont été au niveau des résultats un petit peu tronqués parce que on n'avait pas toute notre équipe, donc ça a joué, je pense, aussi sur la confiance. Mais on a fait une bonne préparation athlétique d'avant-saison. Après, une fois qu'il y a les matchs tous les 3 jours, on est plus sur de l'entretien, sur des soins, et on fait des rappels comme là, quand il y a une trêve internationale, ça nous permet de le faire, avec les joueurs qui sont présents. Après, ceux qui sont en sélection, ils travaillent avec leur sélection. Mais je pense que sur la préparation athlétique, il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière, donc il n'y a pas de raison de voir des soucis par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment eu un aspect psychologique qui a fait que cette équipe-là dégage moins d'enthousiasme, moins de générosité que ce qu'on a pu voir l'année dernière. Mais je rappelle que sur le premier mois l'année dernière, ou les 2 premiers mois, on était pareil. Juillet, août, je me souviens encore, même s'il y avait beaucoup de blessés, des commentaires d'une équipe qui avait perdu contre Lens à domicile, contre Toulouse, à Metz en fin de match, où on se disait on n'est pas bien physiquement, on n'a pas de jus. Il y avait un peu les mêmes constats. Oui. Et derrière, il s'est passé 2 matchs. On a battu Monaco un peu, pas miraculeusement, mais presque. Avec un bon gardien. Voilà, très bon gardien. Et derrière, on a fait match nul à Paris en faisant un très bon match. Et derrière, comme par hasard, ça a lancé la machine. Donc je pense que l'aspect psychologique, mental, il a une part très importante dans le foot et dans le sport de haut niveau en général. La seule chose, c'est pour moi l'absence de Nabil est J'arrête pas de le dire. Vous êtes son agent caché. Vous êtes l'agent caché. Mais quand on a des joueurs décisifs, c'est dans tous les clubs, d'ailleurs. C'est dans tous les clubs. La dernière, Nabil et Alex nous ont marqué les 2 tiers des buts. Donc même s'il n'y a pas que ça qui fait des résultats, parce que c'est tout un groupe, c'est toute une équipe, mais malgré tout, ce sont les joueurs décisifs. Et quand il y en a un sur les 2 qui est blessé, et blessé longuement, c'est préjudiciable pour l'équipe, bien sûr. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, Bruno, c'est compliqué d'avoir un mental de gagnant quand on est un jeune joueur au départ. Hein. Peut-être qu'ils peuvent s'appuyer sur... il y a beaucoup de jeunes joueurs à l'Olympique Lyonnais. Oui. Peut-être qu'ils peuvent s'appuyer sur des gens comme Jallet, non ? Jallet, je crois qu'on a une petite phrase sur Jallet en régie.
Voilà, c'est Guy Stéphane qui parlait de... Dans le progrès. Oui, c'est ça. Donc sur la forme du moment, il est bon avec Lyon, alors que Debuchy a un temps de jeu faible avec Arsenal. Il joue la Ligue des Champions et a pris le dessus pour le moment sur un vrai concurrent, Raphaël. Il était logique de le rappeler et c'est un plaisir de le manager. Il est toujours à fond et à l'écoute et à le sourire. En résumé, c'est un gars bien. À peu près, d'accord. C'est un ancien numéro 2 de l'Olympique Lyonnais, lui aussi, tiens. Oui, Guy Stéphane. Guy Stéphane. Non, ça résume bien Christophe. Il y en a d'autres. Il y a l'arrivée de Mathieu Valbuena aussi, qui dans ce cadre-là doit aussi aider les jeunes, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Il fait moins grand frère, Valbuena. Il fait plus petit frère. Mais enfin, ça, c'est une question de taille. Mais bon. Non, mais voilà. Donc, après, ils ont un rôle vraiment pour guider les jeunes. La chance qu'on a, c'est qu'on a un groupe sain, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, ceux qui sont arrivés ou ceux qui sont là depuis plus longtemps. Il y a un groupe sain qui est à l'écoute et qui a envie de progresser et qui a envie d'atteindre les objectifs du club. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet d'avoir des résultats en général à la fin de saison. Et la saison est longue. Donc aujourd'hui, on est certainement, à part Paris, on est une des seules équipes avec Saint-Étienne à être dans le haut de tableau. Les équipes qui avaient l'ambition de jouer le haut de tableau, on est avec Saint-Étienne et Paris, une des 3 équipes qui est bien placée. Donc, mais on sait que la route va être longue et qu'il y a encore plein de choses qui vont se passer dans cette saison. Alors, pour rester dans le haut du tableau, il faut qu'on parle tactique maintenant. Hein, vous avez vu cette... C'est bon, quelle bonne transition. Là, je fort, suis à 2 doigts de m'embrasser sur la bouche. Voilà. Donc, alors, au niveau tactique, qu'est-ce qu'on fait en tactique à l'Olympique Lyonnais? Il y a le 4-4-2 en losange, c'est ça 4-4-2, un faux 4-4-2. Alors, je ne sais pas si Bruno a été voir, parce que sur notre site internet, on a Nabil Ben Youssef qui réalise des chroniques tactiques. Et qui disait que finalement c'est un faux 4-4-2 qui se déguise plutôt vers qui se transforme en 4-3-3. Est-ce que tu valides, Bruno? Oui, et on sait que Mathieu est attiré pour aller aussi sur les côtés. Donc c'est vrai que par moment on se retrouve avec Mathieu sur un côté, Alex de l'autre, et Aldo Kaloulou ou Claudio Bovu suivant celui qui joue en pointe, ou inversement Alex en pointe et Aldo ou Claudio sur l'autre côté. Après, les systèmes, on peut leur faire dire ce qu'on veut. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, avec Rémi, on a mis en place un système 4-4-2 en losange pour s'adapter aux qualités de nos joueurs. On avait Gueda Fofana, on avait Johan Gourcuff, on avait Clément Grenier, Max Gonalon, on avait Alex, dont on savait très bien qu'il préférait jouer avec quelqu'un à côté de lui. Donc c'était le système qui s'adaptait le mieux aux qualités de nos joueurs. Aujourd'hui, on débute dans le même système, mais ce système-là est amené à évoluer en cours de match ou aussi par l'animation qu'en font les joueurs sur le terrain. Donc je dirais que c'est pas le problème aujourd'hui de savoir si on doit changer de système ou rester en 4-4 de losange. Sauf que par rapport à l'arrivée de Mathieu Valbuena, forcément, on doit s'adapter aussi à ce type de joueur. Tout à fait. Et on voit que, comme tu l'as expliqué, qu'en 4-3-3, ça sera plus bénéfique à l'OL. Comme il le joue avec l'équipe de France, par exemple. Donc, voilà. Et qu'il y a une combinaison avec Jallet qui est plus facile et plus évidente. Tout à fait. Dans ce système-là. Et puis, encore une fois, on a aussi perdu Nabil, qui était un élément essentiel aussi de ce système-là. Donc, il y a une réflexion à mener là-dessus, sur une évolution possible, ponctuelle ou durable aussi. Ça peut être aussi ponctuel sur certains matchs. Notamment sur des matchs de Coupe d'Europe ou des matchs à l'extérieur. Ça peut être plus durable. C'est une réflexion à mener avec le staff, avec l'entraîneur, et puis aussi, je pense, avec les joueurs, parce qu'il faut les responsabiliser là-dessus. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Bruno, c'est qu'il faut adapter le système aux qualités de ses joueurs, ce qui a bien été fait à l'époque avec Gourcuff en numéro 10. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'on s'enferme dans ce 4-4-2 en losange, justement, parce qu'avec les nouvelles arrivées, Valbuena, Claudio Bovu, ils ont moins les qualités qui s'adaptent au 4-4-2 en losange que nos anciens joueurs. La blessure de Nabil Fekir, qui pouvait jouer soit en 10, soit en deuxième attaquant, a changé la donne, forcément. Et c'est vrai que on l'a vu cette saison contre la Gantoise, en tout cas quand on a changé de système, qu'on est passé en 4-3-3, l'animation offensive a été bien meilleure. Après, défensivement, ça ne change pas grand-chose pour nos défenseurs et notre milieu, mais c'est vrai que c'est plus pour notre animation offensive que c'est important peut-être de faire évoluer le système. Non, mais c'est pour ça que ça fait partie des réflexions qu'on mène, et encore plus dans ces périodes internationales, puisque comme il n'y a pas de match, on a le temps travailler. De le mettre en place, enfin d'y réfléchir, parce qu'on a aussi des joueurs qui sont absents. Bruno, ça c'est ça qui est intéressant pour le grand public. Comment ça se passe? On se réunit entre le staff, on se dit tac, 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 on sort limite le tableau noir, ou là c'est exagéré. Comment vous prenez les décisions
pour justement évoluer un système de jeu? Les décisions, elles sont toujours prises par l'entraîneur. Et, c'est son rôle de choisir, de décider, c'est son rôle, il est là pour ça. Après, on a toujours des discussions. Quelquefois, on a des accords, des discussions plus animées que d'autres. Je me souviens quand on a mis, nous, 1000 losanges en place, 1000 losanges en place, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais on a eu des discussions qui n'en finissaient plus. On a eu des réunions, on a regardé plein de matchs, on avait regardé Lille, on avait regardé l'équipe nationale d'Italie pour voir comment ils faisaient offensivement, défensivement. Donc, il y a plein de choses comme ça derrière. On ne peut pas se permettre de dire on change de système et on met ça sur le terrain et puis les joueurs ils se débrouillent. Sinon, c'est quelque chose de précis. Les joueurs doivent savoir ce qu'ils ont à faire, surtout, je pense, défensivement. Quel que soit le système dans lequel on joue, savoir ce qu'ils ont à faire dans telle et telle situation. Et ça, ce sont des choses qui se préparent en amont, de manière collégiale. Après, c'est la responsabilité, c'est le coach qui la prend, parce que c'est lui qui décide de changer de système ou de ne pas changer. Et c'est lui qui en assumera les bons résultats. En général, il est toujours mis un peu de côté quand même, le coach. Et puis surtout, si ça ne marche pas, on va dire putain, mais pourquoi il a changé de système? L'autre fonctionnait bien, il n'a rien compris. Voilà, mais ça fait partie du métier, on le sait. Donc voilà comment ça se passe. C'est vrai que souvent on ne comprend pas, c'est pas qu'on ne comprend pas, mais le grand public des fois a du mal à comprendre certaines décisions. Et c'est vrai que par la force des choses, on va dire pourquoi tel joueur il joue, il sort jamais, c'est le chouchou du coach. Non mais ça n'existe pas. J'ai jamais il faut savoir qu'un coach ou un staff, on est jugé sur les résultats qu'on a. Donc si vous connaissez un entraîneur qui ne fait pas jouer à ses yeux la meilleure équipe ou les meilleurs joueurs, ça veut dire qu'il se tire une balle dans la jambe tout seul, parce que ça veut dire qu'il a moins de chances d'avoir de bons résultats et qu'à un moment donné, c'est lui qui va payer la note. Donc je ne vois pas comment on peut... C'est comme quand on dit qu'un arbitre, il est malhonnête. Voilà, il a le droit d'être mauvais, l'arbitre. Nous aussi, des fois, peut-être on n'est pas toujours très bon. Mais de penser qu'il y a du favoritisme ou privilégier un tel par rapport à un tel, non. Après, c'est sûr que les gens ne sont pas tous les jours avec nous, tous les jours à l'entraînement, tous les jours. Donc, ils ne peuvent pas savoir sur quels critères on fait des choix. Mais un entraîneur, il fait des choix pour gagner les matchs. Après, on sait si c'est les bons ou pas après le match. Ça, c'est le privilège des gens qui peuvent parler le lendemain au bar du commerce. Le nôtre, les observateurs. Ah, on dirait, mais là, il n'aurait pas dû faire ci, il n'aurait pas dû faire ça, il n'aurait pas dû faire ce changement. Mais c'est après le match. Avant le match, j'aimerais bien avoir leur avis et puis savoir ce qui se passe derrière. Il faut faire une émission avant le match, c'est ça? Ça fait plaisir, ça. C'est ensemble numéro 6, il a récupéré la gonfle. Allez, un petit tac, ça fait de mal à nulle part. Donc, alors maintenant, objectif de l'Olympique Lyonnais. Voilà, on ne tire pas un trait, on est d'accord, sur la Champions League, Non, on va essayer de la surtout pas. gagner. Jamais, c'est pas fini. Non, la gagner, il ne faut pas rêver. La gagner, Les gars, l'ambition il faut gagner, démesurée. ce en tous les cas, pas cette année. pas tout de suite. Mais si ça arrive, on la Ouais, jette on la pas. prendra. D'accord, ok. Voilà. Non, mais la Champions League, c'est la compétition pour moi la plus difficile. La plus difficile, et là j'englobe même presque les compétitions internationales, la Championnat d'Europe ou la Coupe du Monde. C'est la compétition la plus difficile, la plus relevée, qui dépend plein de critères. Mais dans ce groupe-là, on a encore la possibilité de sortir du groupe. Voilà, ça va se jouer certainement sur les 2 matchs qui arrivent face au Zénith. Mais on a la possibilité de sortir de ce groupe parce qu'il ne nous a pas manqué grand-chose sur les 2 matchs pour faire 4 ou 6 points. Bon, on n'a fait qu'un. Donc c'est un peu bête de dire ça, mais c'est pour moi la réalité. Et puis en championnat, l'objectif, c'est de finir dans les 3 premiers. Et puis de pouvoir rejouer cette Champions League l'année prochaine dans le grand stade. Même si ça bouffe de l'énergie. Ouais, mais ça bouffe de l'énergie d'un côté parce qu'on fait plus de matchs, mais d'un autre côté, c'est tellement motivant, c'est tellement excitant pour tout le monde qu'on en retire aussi des bénéfices. Il y a beaucoup de points positifs à jouer la Champions League. Et les 2 coupes qui restent, les coupes nationales? On ne les mettra pas de côté. Après, ça peut permettre aussi à d'autres joueurs de se montrer. On a un effectif quand même assez conséquent quand on n'a pas trop de blessés. Là, il y a beaucoup de joueurs qui vont revenir de blessures, que ce soit Henri Bedimo, Raphaël, Mapou et Angambiwa. Il y a Clément et Gueda Fofana qui sont... Clément est vraiment sur le retour? Clément est sur le retour. Oui. Gueda, c'est un peu plus tard, mais il va être là aussi d'ici la fin de l'année, je pense. Ça veut dire qu'on va avoir un effectif en quantité assez important. Donc ça nous permettra aussi de voir des
des joueurs qui n'ont pas l'occasion de s'exprimer tout le temps dans la grande compétition qu'est la Champions League ou en championnat. Et puis d'avoir de l'ambition aussi dans ces coupes, parce qu'on l'a vécu, gagner la Coupe de France, c'est extraordinaire hein, dans notre club, et donc il faut les jouer. Justement, par rapport à ça, j'avais une petite question, alors elle n'est pas sympa, mais par rapport au match de Bordeaux, nous qui avons, enfin c'est toujours pareil, on a constaté après le résultat, mais c'est pas un manque d'ambition de ne pas jouer le championnat à fond pour préparer un match de Ligue des Champions, en sachant que le pain quotidien pour se qualifier l'année prochaine, c'est quand même le championnat? Mais pour moi, on l'a pas mis de côté le match. On a fait jouer une équipe qui tenait la route. Si je reprends la compo d'équipe. Sur le papier, en tout cas, oui. Voilà, sur Donc le toi, papier. tu mets plus ça sur l'investissement des joueurs qui étaient présents ce jour-là? Non, je ne dirais pas sur l'investissement, parce que je ne pense pas qu'ils n'ont pas eu l'investissement nécessaire. Je pense que le début de match a été bon à Bordeaux. Et que le premier but qu'on prend. On doit pas marquer avant de prendre voilà, le but. on a pratiquement une occasion de marquer juste avant de prendre le premier but. Bordeaux n'était pas au mieux, pour ne pas dire pire. Et sur le contre, on prend un but qui est largement évitable. Mais voilà, donc ça tient à très peu de choses. Je pense que si dans ce premier quart d'heure, on a la possibilité de marquer un but, ce qui aurait été, à mon avis, logique, le résultat du match, il est complètement inversé. Donc toi, et à ce moment-là, on a plus cette discussion-là. Ah oui. Parce que c'est vrai que nous, les réseaux sociaux, nous même ici, on en a débattu. Et c'est vrai qu'on pensait vraiment que... c'est plus la communication du président à la fin du match. Et d'Hubert Fournier aussi. Et d'Hubert Fournier, faut le dire. qui disait que, clairement, on avait privilégié le match de Ligue des Champions à ce match de championnat, qui a semé le trouble en fait. Beaucoup on parlait de manque d'ambition parce que c'est vrai que pour se qualifier l'année prochaine, on a besoin de gagner un championnat. Mais l'équipe de départ, si je m'en souviens bien, c'est quand même Christophe Jallet. Il y avait des cadres. Non, mais après, c'est juste parce que Sam Tati, moi, pour avoir été remplaçant, le but d'un remplaçant quand il a la possibilité de jouer ce genre de match-là, c'est de prouver qu'il vaut le titulaire. C'est pour ça qu'on a mis en doute plus l'état d'esprit ou l'investissement on a mis un petit carton jaune. Un petit carton jaune. Ouais, non, mais après sur parce le match, qu'on pensait qu'ils étaient capables de faire mieux. On fait un mauvais match à Bordeaux. Si on enlève le premier quart d'heure, on fait un très mauvais match. Après, sur le 11 de départ, je pense qu'il y a, sur ce 11-là, les 11 joueurs jouent dans pratiquement n'importe quel club de Ligue 1, à part Paris. Voilà, donc, pour moi, on n'a pas lâché le match de Champions League. On a simplement été dans une gestion où on était dans une série de 7 matchs consécutifs en 21 jours. Et je pense qu'au contraire, le match de Valence nous a donné raison, parce qu'on a fini physiquement beaucoup mieux que Valence, qui a fini à l'agonie, avec des joueurs qui se sont blessés, des joueurs qui avaient des crampes. Malheureusement, le résultat, il est pas là. Mais si on prend la fin de match, moi, je vois des joueurs de Valence à l'agonie et des joueurs de Lyon qui, physiquement, étaient bien mieux. Mais qu'on manquait de réalisme après. Qu'on manquait de réalisme. Après, voilà, ça, c'est le foot. On tape la barre, il y a plein de choses. Voilà, c'est le charme du football, d'ailleurs. Justement, en termes de réalisme, c'est vrai que cette année, on a moins de réussite qu'on a pu l'avoir l'année dernière. Alexandre Lacazette, on a que ce qu'on mérite. On a que ce qu'on mérite. Ah, je suis d'accord avec moi, ça. Je dis souvent ça. Si aujourd'hui on n'a pas la réussite, c'est qu'on la mérite pas forcément. C'est qu'on ne la cherche pas, on la provoque on pas. La provoque pas assez, ou on ne fait pas assez d'efforts encore pour aller chercher ça. Donc ça va venir. Est-ce que tu nous trouves sévères? Je sais que tu regardes l'émission régulièrement. Est-ce que tu nous trouves sévères dans nos analyses d'après-match? Est-ce que ça vous agace, vous, le staff, lorsque justement on commence à émettre des critiques comme ça et on débat Non, moi, ce qui m'agace, c'est quand on... non, après, sur les choix, de toute façon, le foot, c'est comme ça. Il y a 60 millions de sélectionneurs. Voilà, donc, que ce soit nous, que ce soit Didier Deschamps, si on n'a pas envie d'avoir... des critiques, ou je ne m'appellerais même pas ça des critiques, mais avoir des opinions différentes, il faut faire un autre métier, et puis voilà. Mais ce qui me gêne, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse penser que quand on est entraîneur ou membre d'un staff, on va privilégier un joueur plutôt qu'un autre parce que, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on aime mieux un tel qu'un tel. Non, tout le monde, c'est du client. Par exemple, on a dit que on va le dire clairement. Tu n'aimais pas Benzia, Fares Balouli, que tu souhaitais son départ, qu'il y a 2-3 jeunes que tu n'aimais pas et tu as tout fait pour qu'il quitte l'Olympique Lyonnais. Mais ça, ce sont des choses que je ne peux pas accepter et qui sont inacceptables. Après, dans les choix, il y a toujours des décisions collégiales qui sont prises. Je donne mon avis, mais quand je donne mon avis, c'est mon avis de technicien. C'est pas parce que j'aime pas Lulu que je veux dire, faut pas faire jouer Lulu. Voilà, ça serait débile. Tu fais bien, c'est pas terrible au foot. Et encore une fois, je le dis souvent, et je le dis aussi des fois à un joueur qui joue pas et puis qui pourrait venir me dire, je joue pas, le coach il m'aime pas. Je dis mais attends, t'as déjà vu un coach qui fait pas jouer si t'es meilleur que les autres?
on est dépendant des joueurs, quelque part. Et de la relation des uns entre les autres aussi. C'est fini les deux. Donc il nous reste deux points. Donc OL Academy, c'est parfait, on a parlé des jeunes, donc on va voir des images de la pause de Groupama OL Academy avec Monsieur Kéran, Monsieur Olas et Monsieur Tomine de Groupama. Ouais, Voilà. c'était vendredi. Ouais. Donc la pose de la première pierre, ils posent un tube au cuivre. J'ai rien compris, mais bon, c'est normal. Bah, en fait, ils ont écrit une lettre, ils ont rédigé une lettre et ils ont effectivement posé une. Et ça va être bien. Hein. Ouais, donc voilà, bah, Bruno, j'imagine en Bruno tant qu'on voit déjà, c'est lui là. En tant que Lyonnais, en tant qu'entraîneur adjoint de l'Olympique Lyonnais, j'imagine de voir ça, ce projet se concrétiser, à mes yeux, c'est plutôt une bonne chose pour l'OL. Ah oui, c'est un vrai projet club. C'est un vrai projet club au niveau de la formation qui a toujours été, même quand on était dans une période où on gagnait les titres à la trêve, il y a toujours eu des joueurs formés à l'Olympique Lyonnais, il y a toujours eu cet ADN Olympique Lyonnais. Elle perdure aujourd'hui avec beaucoup d'anciens joueurs qui forment le staff de la préfo ou de la formation. Et là, le fait de bénéficier de nouvelles structures pour la formation, c'est encore une étape franchie pour former au moins autant de joueurs que ce qu'on a fait déjà, parce qu'on a formé déjà pas mal. J'ai vu une infographie il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel journal. Donc quand même, on peut être fier de ce qu'ont fait les éducateurs du club et de la politique du club en matière de formation. Rien que cette année, j'ai un ancien joueur qui est l'entraîneur principal, vous qu'on ne présente plus au club, numéro 2, donc c'est même dans le staff, il y a des gens ouais, qui... mais on parle très peu des gens qui sont en dessous, oui, et je trouve qu'eux, ils ont un travail qui est pas plus difficile que le nôtre, mais de l'ombre. Qui est un travail de l'ombre. Et ils font beaucoup de choses pour le club. La préparation invisible, pareil. Ouais. Des gens qui sont là depuis très longtemps aussi, d'autres qui sont partis, comme José Brassard ou comme Alain Thierry qui nous a quittés malheureusement, mais qui ont été à la base de ce projet-là de formation avec Jean-Marcel Ferret. Et ce que je trouve bien, c'est que ce projet-là a perduré avec les années par plein d'anciens joueurs ou des éducateurs qui sont restés fidèles. Je prends l'exemple d'Armand Garrido qui a vu passer plein de joueurs et des joueurs comme Karim, comme Athème, j'en oublie plein parce qu'il y en a plein. Voilà, et ces gens-là, ils sont là depuis 20, 25 ou 30 ans au club, on en parle très peu, mais ils ont un rôle dans la formation qui est prépondérant. Et après, bien sûr, nous, on est là pour valider leur travail parce que nous, on est au bout de la chaîne et c'est nous qui faisons jouer les jeunes ou pas d'ailleurs. Voilà, en fonction de la gueule du client. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Alors pour Monaco, on va aller vite. Les pronostics déjà. Vas-y, Nico. Mais je crois que j'avais donné la semaine dernière, mais on va je vais changer. Un partout, je pense. Un partout. Un partout. Je vais dire un partout et n'oubliez pas que le match est vendredi et pas samedi. Vendredi 16 octobre. Vendredi. Vous êtes en retard, non? Et donc, Bruno, un petit moi, je suis très mauvais en pronostic. Ouais, moi aussi, je ne vais pas en faire parce que je suis très mauvais. Bon, moi, je recommence avec mon 3-0. Je ne lâche pas, contrairement à certains ici. Moi, j'ai 3-0 pour lui. C'est vrai que Monaco est une des équipes les moins performantes à domicile. Ils n'ont pas gagné. C'est la dernière équipe. C'est la 20e équipe de Ligue 1. Vous savez, les séries, quand on fait un peu de casino, exactement. Quelquefois, ils sont en joue avec 2 défaites, 2 nuls. Monaco. Vous allez faire quoi vous allez y aller pour gagner, de toute façon, à Monaco. Là, on a 3 matchs très importants. Monaco, Zénith et Toulouse le vendredi d'après. Qui vont être 3 matchs, je pense, qui vont être prépondérants pour la suite de... Puisqu'il y a de bien Monaco, vous avez l'impression de jouer un peu à guichet fermé. Ouais. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'on s'entend parler. Donc. Là, ils entendent les consignes. On connaît pratiquement tous les supporters, enfin tous les gens qui sont dans le stade. Tu ne veux pas dire que tu n'as pas entendu la consigne du coach? C'est vrai que c'est pas possible. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Des questions, messieurs, encore d'autres? Non, c'est bien. C'était une bonne émission. Moi, j'espère en tout cas. Moment, il a répondu le présent. Public, Bruno. ça vous a... Avec sincérité. Bien, merci Bruno d'avoir voilà, été écoutez, j'ai tout. Alors, la vision du centre d'entraînement, donc c'était Delgado, on en a parlé. On a tout fait. Bruno, je vais vous remercier. Merci à vous. Merci, c'était vraiment un bonheur de vous avoir. Nico, Razik, rendez-vous la semaine prochaine. J'ai l'oreillette qui se barre, donc je la vire. Merci, je ne veux plus vous entendre. Tant qu'il y aura des gones, n'oubliez pas, on sera toujours là. Allez, ciao.